là, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau une invitée qui vient nous accompagner dans cette émission C'est à nous, c'est Noémie Fontpérine. Bonjour Noémie. Bonjour, merci de m'inviter. Mais je vous en prie, vous êtes responsable de la mission résilience à la mairie de Paris. Vous allez m'expliquer dans quelques instants ce que ça veut dire dans une institution comme la mairie de Paris. Boris Cyrulnik, vous avez entendu les membres de la Croix-Rouge qui vous répondent, et puis des gens aussi, des Français lambda, citoyens, qui sur le trottoir, pris à froid, de bon matin, on leur demande ce qu'est la résilience. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce qu'ils viennent de partager avant de vous demander ensuite votre définition? Eh bien, les gens de terrain ne font pas de contresens. Parce qu'en étant sur le terrain, ils sont obligés de comprendre le processus de nouveau développement que nous impose un traumatisme. Donc il n'y a pas de contresens. Les contresens viennent de ceux qui parlent de la résilience, de ceux qu'ils ont entendu dire sans rien lire. Alors là, il y a des contresens. Alors pour remettre tout dans le bon sens et dans le bon ordre, j'ai d'abord feuilleté les dicos, les encyclopédies les uns et les autres, celle de ma grand-mère et puis celle de mon petit frère sur Google évidemment. Pardon, j'ai cité, fallait pas le dire. Alors permettez-moi de lire mes notes. J'ai lu 4 définitions de la résilience. La résilience physique, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Psychologique, la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Concernant l'écologie, la capacité d'un écosystème à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Il y a aussi la résilience informatique, la capacité d'un système ou d'un réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. En gros, j'ai tout et trop de choses. Boris Cyrulnik, c'est quoi pour vous la résilience? Mais aussi, qu'est-ce que ce n'est pas la résilience? Alors la définition la plus simple qu'on puisse donner de la résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de réflexion, de définition plus bébête. Elle est logique, elle est scientifique. Alors découvrir les facteurs de résilience, alors ça, il faut avoir affaire à des biologistes, à des mécaniciens, à des psychologues, à des sociologues. Là, il faut se mettre en équipe. Mais là, c'est un travail scientifique. Alors ce que la résilience est, la plus jolie définition que je connais, c'est la définition des agriculteurs. Ah. C'est eux qui ont proposé la résilience, c'est pas les mécaniciens. C'est vrai? Mais oui, les agriculteurs disent un sol est dit résilient quand après une inondation ou un incendie, une autre flore apparaît, une autre faune apparaît et la vie reprend, elle est belle, mais elle n'est pas comme avant. Il ne peut pas y avoir de définition plus poétique de la résilience. Alors ce que ça n'est pas, c'est, allez, secoue-toi un peu, sois un peu résilient. Ceux qui disent ça, c'est le contresens parfait. Alors, mais la plupart du temps, la définition mécanique, elle est fausse. Ah. Ça ne veut pas dire que les mécaniciens ne l'emploient pas. Oui. Mais le mot n'est pas employé comme nous. Ils disent le métal reprend la formule, la résistance qu'il avait avant. Ce n'est pas du tout ce que nous on dit. Alors, c'est habituel. Quand un mot scientifique rentre dans la culture, comment il rentre? ADN, c'est un sigle. Il entre dans la culture. J'ai entendu une compagnie d'assurance qui disait on assure jour et nuit, c'est dans notre ADN. Je suis convaincu que cet assureur ne connaît pas la formule chimique de l'acide désoxyribonucléique. C'est vrai. Le mot idiot et le mot imbécile, c'était des mots scientifiques à l'origine. Bien sûr. Et est-ce que quand vous utilisez ce mot, est-ce que vous pensez à l'échelle de Binet-Simon ? Beaucoup moins. Je vous confirme. Vous savez quoi, c'est un délice de se faire traiter d'idiot et d'imbécile par Boris Cyrulnik sur un plateau quand même. Et je ne l'emploie pas parce que j'ai peur d'en être un, donc je ne l'emploie jamais. Mais merci de m'avoir testé là-dessus. Je voudrais que Noémie Fontpérine puisse nous apporter sa définition. On verra après comment vous l'incarnez avec la mairie de Paris. Mais pour vous, c'est quoi la définition quand vous expliquez la résilience? Finalement, pour une ville, pour un territoire, c'est un petit peu comme pour les gens, ce sont des organismes vivants. Donc en fait, nous on considère dans notre travail que la résilience, c'est la capacité du territoire dans toutes ses composantes, ses habitants, ses institutions, ses réseaux, ses infrastructures, etc., à se préparer, à faire face et à rebondir, quels que soient les chocs qu'ils subissent, et en réduisant les stress chroniques auxquels ils sont confrontés. C'est peut-être sur ces deux notions qu'on pourra revenir tout à l'heure, si vous le voulez bien. Exactement. Parce que ce sont des notions de crise et de défi très particulières. Oui, ça nous intéresse d'aller un peu plus loin là-dessus. Je voudrais profiter d'être avec Jean-Christophe, bien sûr, pour la Croix-Rouge. Qu'est-ce que c'est la résilience, en fait, Jean-Christophe?
La résilience, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est d'abord notre raison d'agir et elle se décline en fait de façon très concrète dans la façon dont on fait les choses et dans la définition de ce qu'on fait. Dans la façon dont on fait les choses, la Croix-Rouge, elle agit pour aider les gens depuis plus de 150 ans et elle ne le fait pas n'importe comment, c'est-à-dire que elle le fait en leur tendant la main et de façon digne, en leur rendant leur autonomie et en leur permettant de retrouver une vie normale et autonome. Et le quoi, ça définit les champs d'intervention quelque part de la Croix-Rouge française. Elle intervient en amont du processus, dans l'éducation et la formation, pour pouvoir permettre aux personnes de connaître les risques et les défis auxquels elles doivent être confrontées. C'est la protection. Là, pour le coup, c'est dans l'ADN de la Croix-Rouge. Cette notion de protection, c'est notre capacité à mettre à l'abri les personnes qui sont victimes d'accidents, de catastrophes, d'accidents de la vie ou autres. Et puis, c'est la façon dont on va leur permettre de retrouver cette autonomie dont je parlais juste avant et de renforcer également la capacité de la collectivité à assurer sa propre sécurité et celle de l'ensemble de ces parties prenantes. Et ça doit parler bien sûr à tous vos bénévoles, à tous les collaborateurs de la Croix-Rouge. Boris Cyrulnik, depuis que vous avez parlé de résilience, depuis que vous nous avez appris finalement ce mot et appris à l'incarner les uns et les autres, il a parfois été galvaudé, en tout cas très utilisé. Alors beaucoup par le monde de l'entreprise, le gouvernement qui lance le projet de loi climat et résilience. Est-ce que vous avez l'impression que parfois il est un peu galvaudé? Moi j'ai parfois tendance à dire qu'on est un peu trop dans la résignance, parce que c'est parfois un peu gnangnan. Vous dites cucu, c'est ça? Alors, résilience et climat, c'est parfait. Ça va. Ça va, c'est la bonne définition, puisque on doit s'adapter et reprendre un bon développement malgré les contraintes adverses. Oui. Résilience et entreprise, pourquoi pas? S'il y a un trauma, l'entreprise s'effondre, elle cherche à redémarrer, il y a des hommes et des femmes dans cette entreprise. Comment va-t-on redémarrer? C'est bien. Alors, la plupart du temps, les gens de terrain ne font pas de contresens. Oui. Alors, résilience et armée, c'est parfait, puisque les soldats ont choisi d'aller au-devant du trauma, ils prennent ce risque, c'est leur métier. Comment va-t-on les préparer à affronter le trauma, puisque c'est leur métier? Et en cas de malheur, comment va-t-on les aider à se reconstruire après un trauma? C'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de contresens. Les quelques contresens, c'est ce que vous appelez la résilience gnangnan et que moi j'appelle la résilience cucu. Donc, vous voyez, on a la même manière de réfléchir, on n'emploie pas les mêmes mots. Alors là, mais il suffit de lire, il n'y a pas grand-chose à lire. Hein. Il y a d'excellents livres dont vous avez l'auteur devant vous. Les vôtres, évidemment. Voilà. C'est très facile à lire, c'est très intéressant et ça concerne beaucoup de gens. Oui, et vraiment, Boris Cyrulnik se lit au petit déjeuner, au café ou avant de s'endormir. Enfin, vraiment, lisez-le parce que vous êtes une Bible incroyable là-dessus. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on s'est inspiré. Vous êtes en train de faire la bénédiction sur le plateau. Je suis sûr qu'on s'en est inspiré. Et Noémie, notamment, parce que quand la mairie de Paris décide d'avoir un projet résilience, en fait, de parler de résilience, pourquoi est-ce qu'une institution comme la mairie de Paris décide justement d'utiliser le mot résilience, le concept de résilience, et surtout d'avoir une responsable de la résilience? Alors justement, comme je disais, parce que la ville, elle est confrontée à des stress, à des chocs et à des changements irréversibles. Les chocs, on considère que ce sont des événements qui viennent ponctuellement, même s'ils peuvent durer, perturber le fonctionnement du territoire, comme une pandémie, une canicule, une attaque terroriste, voilà, des événements extrêmes, des catastrophes. Les stress chroniques, on considère que ce sont des crises qui sont plus latentes, voire inhérentes au fonctionnement de la ville, ou en tout cas qui la menacent sur le long cours. Les inégalités sociales, le délitement des liens sociaux, toute forme de pollution de l'air, bruit, la congestion, voilà, tout ce qui vient la fragiliser au quotidien et sur le long cours. Et là-dedans, on retrouve des changements irréversibles comme le changement climatique, la raréfaction des ressources. Et donc la résilience, elle vient en fait simplement
poser un cadre. On travaille avec des outils, une méthodologie, un certain nombre de critères de résilience, la flexibilité, le caractère intégré, inclusif, etc., qui font qu'on va concevoir différemment les politiques publiques, les projets, pour venir non pas seulement se préparer, non pas seulement résister, absorber, mais aussi se transformer et transformer le territoire. Et concrètement, des actions que vous avez pu mener qui rendent le territoire plus résilient, ce serait quoi ? Alors, il y a 35 actions qui composent la stratégie de résilience. Elle est disponible sur paris.fr. Une de ces actions qu'on aime bien prendre pour exemple parce qu'elle est vraiment emblématique, voire métaphorique de cette notion de résilience, c'est un programme qu'on a développé dans les écoles. En fait, c'est venu dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de résilience. On a travaillé avec des outils de prospective ou des scénarios de crise, on va dire, à partir desquels on a travaillé. Des crises des réfugiés, un événement caniculaire, etc. Et on s'est dit, mais quel est le lieu en milieu urbain, dense, où on peut se retrouver en cas de crise, finalement comme au quotidien, pour travailler sur le lien social. Et on a tout de suite identifié l'école comme le cœur du quartier. En fait, les Parisiens et les Parisiennes ne vivent pas à plus de 250 mètres d'une école. Oui. C'est vraiment le lieu de sociabilisation, le lieu où on grandit, le lieu où on se retrouve, etc. Et à partir de cet espace de la cour d'école, qu'on a transformé en cour dite oasis, refuge pour l'humain et la nature au milieu des pressions de l'environnement urbain, eh bien on a tiré la pelote, tout un tas de fils pour se préparer au climat, adapter ces espaces-là au changement climatique, protéger la santé des enfants, les ouvrir le soir et les week-ends, notamment pour les personnes âgées qui souhaitent venir y passer du temps. On retisse là des liens intergénérationnels. On questionne le sujet du genre, de la place des filles et des garçons à l'école. On va réinterroger les matériaux, justement la question des sols. Et on travaille sur la résilience de l'écosystème, mais aussi des gens qui l'habitent et qui grandissent surtout au quotidien. C'est fascinant, Boris Cyrulnik, parce qu'en nous offrant une définition, en nous offrant en fait un concept, vous nous avez permis non seulement de mettre les mots sur des actes, mais surtout de provoquer les actes aussi. Finalement, vous avez permis aux gens, et même des territoires, vous attendiez justement à ce que des territoires tout d'un coup tentent de poursuivre ce que vous aviez, vous, tenté de définir ? Alors il s'est passé la même chose au XIXe siècle avec le concept d'évolution. Oui. Avant, on avait une pensée fixiste. C'est déterminé, c'est les lois de la nature ou c'est les lois divines, ça ne peut pas changer. Or, quand Darwin a proposé le mot évolution, il ne l'a pas écrit, mais il a proposé l'idée. À ce moment-là, on voyait les choses autrement. On voyait l'évolution des forêts, on voyait l'évolution anatomique des animaux, on voyait l'évolution des sociétés. C'était des domaines très différents, et pourtant le mot évolution s'adaptait à des domaines totalement différents. La résilience, c'est une nouvelle évolution puisqu'il y a eu une déchirure. Donc on reprend une bonne vie, mais ce n'est pas celle d'avant. Et alors à ce moment-là, c'est la nouvelle évolution des mœurs, c'est la nouvelle évolution de la littérature, c'est la nouvelle évolution de l'école, des cours d'école et des contenus d'école. On peut apprendre 2-3 choses à l'école quand même. Donc c'est la nouvelle évolution. Donc le concept là, c'est un concept de nouvelle évolution qui a été parfaitement digéré. Et puisque on est là-dedans, pour aller encore plus loin, l'année que nous venons de vivre, en fait, j'aurais pas le toupet de souhaiter l'anniversaire aujourd'hui, mais on est quand même sur les 1 an de ce début de confinement et du nouveau monde que nous découvrions les uns les autres. C'est en accéléré, finalement, ce que l'on a vécu. On a vécu cela de manière incroyable dans tous les sens du terme, et dans le sens littéral aussi. On a dû s'adapter, on a dû parfois pratiquer le système D aussi. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de cette année que l'on a vécue et qui incarne bien, justement, la définition de résilience, certainement ? Alors, 1 an, ça commence à faire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le premier confinement, il y a eu des mécanismes de défense très efficaces. Notamment, je me rappelle avoir vu sur Internet des gens qui avaient un talent d'humour extraordinaire. On passait des moments délicieux. Il y a eu les moments de remerciement qui étaient des rituels de fête, de gratitude. C'était très sympathique. Au 2e confinement, ça n'est pas apparu parce qu'on est il y a une usure de l'âme et il ne faut pas oublier que la résilience a ses limites. Hein. Si la catastrophe dure trop longtemps, plus la catastrophe dure, plus la résilience est difficile. Alors
que si on prend des décisions rapides, précoces, si on peut, la nouvelle évolution est très facile à mettre en chantier. Par exemple, les enfants, les petits-enfants, ont un tel développement neurologique que même s'ils sont traumatisés, dès l'instant où on s'occupe autour d'eux, l'écologie d'un enfant, c'est le corps de sa mère. Si la mère est sécurisée, elle deviendra sécurisante pour le bébé qu'elle porte dans son ventre ou dans ses bras. Et là, on a découvert que le père, même si le mot père désigne des statuts masculins ou des statuts de deuxième parent étonnamment différents selon la culture, il faut qu'il y ait une autre figure d'attachement. Et à ce moment-là, l'écologie sécurise la mère, sécurise le bébé, et même s'il a été traumatisé, il reprendra un autre bon développement. Mais si ça dure trop longtemps, si la mère est éteinte, si elle est abandonnée, si elle est seule, il y a des dépressions périnatales qui n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui, parce que les jeunes femmes qui mettent au monde un bébé aujourd'hui, elles sont isolées. Et ça, c'est un facteur d'agression très grave. Et malheureusement, c'est des publics que l'on voit évidemment au quotidien à la Croix-Rouge et que les bénévoles et collaborateurs de la Croix-Rouge voient tous les jours. Il y a une question qui vient, je vous l'ai dit tout au cours de cette émission, c'est à nous. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, je les ai sur ma tablette juste à côté de moi. Une question qui revient, est-ce que la résilience, ça s'apprend à l'école ? Alors, on peut faire une pédagogie de la résilience grâce aux artistes. Ah. C'est-à-dire que pour éviter le séparatisme, c'est un nouveau mot ça aussi. Pour éviter le séparatisme, il faut présenter aux enfants par le roman, par la critique littéraire, par le théâtre, par le cinéma. Tu vois, il y a d'autres cultures que la tienne, c'est intéressant. Il y a d'autres couleurs que la tienne, c'est amusant, c'est intéressant. Il y a d'autres croyances que les tiennes, c'est intéressant. La rencontre va être stimulante. Alors que si on laisse faire, il va y avoir des isolats. Et quand il y a un isolat, alors ça, la carence affective, la carence verbale, ça c'est un facteur de vulnérabilité qui empêche la résilience. Donc oui, il peut y avoir, l'école peut jouer un rôle dans le théâtre, dans la musique, dans le commentaire des textes littéraires pour présenter d'autres cultures. Et là, c'est un enrichissement. Alors, une double question, et vous réagissez quand vous voulez, évidemment, mesdames également, mais une double question qui arrive et qui est posée par plusieurs personnes. Est-ce que la résilience, c'est une sorte de performance ? Et si oui, est-ce qu'on n'a pas une sorte d'injonction à la résilience de nos jours ? Est-ce qu'on n'a pas une sorte d'injonction à la performance que serait la résilience ? Est-ce que vous sauriez répondre à cette question philosophique du baccalauréat ? C'est le parfait contresens. C'est vrai. Mais c'est vachement bien. C'est ce qu'on entend, c'est le parfait contresens. J'ai eu la chance de travailler au Japon. Au Japon, aux États-Unis, ils font vivre ça. C'est la réussite, c'est pas la résilience. Au Japon, l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. Les enfants sont surstimulés par une école le jour et une autre école la nuit, où ils arrêtent à 11h du soir. Quand les parents sont riches, la deuxième école a lieu dans des beaux appartements. Quand les parents sont pauvres, la deuxième école a lieu dans des caves ou dans des cafés. Les enfants sont épuisés. Les garçons décrochent et les filles asiatiques, qui font des performances scolaires intellectuelles remarquables, ne se sont jamais autant suicidées. Est-ce qu'on peut parler de résilience ? C'est le contraire de la résilience. Les pays d'Europe du Nord, au contraire, ralentissent le développement de leurs enfants. Une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, 1 sur 2 sera centenaire. Si elle perd 1 an ou 2, qu'est-ce que ça peut faire ? Évidemment. Elle a 100 ans devant elle, 1 siècle. Qu'est-ce que ça peut faire ? Les pays d'Europe du Nord ralentissent le développement des enfants, mettent la notation, parce qu'il faut bien faire une orientation. Donc ils mettent la notation à partir de 11 ans seulement. Ouais. À 15 ans, aux évaluations scolaires PISA, ils sont aussi bons que les Asiatiques. Mais ils ont préservé le développement de leurs enfants, alors que les Asiatiques en ont massacré un grand nombre pour obtenir le bon résultat, la réussite d'un tout petit nombre. C'est le parfait contresens. Et du coup, juste avant 11 ans, qu'est-ce qu'ils mettent en place ? Avant 11 ans, qu'est-ce qu'ils mettent en place dans ces pays ? La sécurisation. Tu n'as pas compris aujourd'hui ? Tu comprendras demain. Tu es en retard à 3 ans, mais à 3 ans et demi, tu peux être en avance. Tu es en retard parce que
ta mère a été malade, parce que ton père est chômeur, qu'il y a une difficulté, tu as eu la grippe, il y a eu une difficulté dans ta famille, donc d'accord, tu es en retard. Qu'est-ce que ça peut faire? On va t'entourer, on va te sécuriser. Dans 6 mois, tu auras rattrapé ton retard, tellement le développement d'un enfant est bouillonnant, rapide, à condition qu'il soit sécurisé. Okay. Et le principal, c'est tranquillisant d'un enfant, c'est sa mère. Donc il faut sécuriser les femmes pour sécuriser les enfants. Quelle jolie définition. Et il y a une réaction de Nicolas qui nous envoie aussi une question sur les réseaux. La société française n'a pas de culture de la prévention. Est-ce qu'on a encore une chance d'être résilient? Alors oui, c'est pratiquement ce que vous avez dit tout à l'heure. On peut prévenir en accumulant les facteurs de protection. Facteurs de protection, ça peut être chez un enfant la sécurité, ce que font les pays d'Europe du Nord. Facteur de protection pour une ville, ça peut être l'organisation en prévision de l'inévitable catastrophe qu'il va y avoir. Catastrophe climatique, catastrophe incendie, inondation, terrorisme. On peut prévoir qu'il y aura une catastrophe, donc il faut mettre en place des facteurs de protection. Les pompiers, les secouristes, les hôpitaux, les urgentistes, quand il y a eu la catastrophe du Bataclan, les urgentistes, les secouristes et la population ont été très bien. Oui. 1 an après le Bataclan, 90% des syndromes psychotraumatiques ont disparu. Les gens ont repris, non pas leur vie. Il y a eu des morts, il y a eu des stress, c'est une tragédie. Ils n'ont pas repris leur vie, mais ils se remettent à vivre bien quand même, mais dans la mémoire, ils n'oublieront jamais. Mais ils ont repris une bonne vie parce que tout le monde, les professionnels et les non-professionnels, même les politiques ont bien joué leur rôle après le Bataclan. Ils ne se sont pas disputés, ils sont arrivés, ils ont proposé une cohérence aux blessés et 90% d'entre eux, 1 an après, ont repris une bonne vie. Noémie, finalement, cette culture de la résilience et que vous incarnez au cœur de l'institution Mairie de Paris, c'est finalement aussi de la prévention. Oui, beaucoup, c'est de la prévention et de la gestion de la crise, évidemment, aussi, quand elle arrive. On se prépare à la gérer et on agit aussi sur l'infrastructure quand on travaille sur l'urbanisme. Mais je voulais insister sur une chose parce qu'on a parlé du Japon, des États-Unis, etc. et sur un levier qui nous semble, et la littérature est de plus en plus foisonnante sur le sujet, qui semble vraiment être un facteur clé, un dénominateur commun, c'est celui du lien social. En fait, quelles que soient les digues qu'on va construire, les infrastructures qu'on va pouvoir mettre en place pour se protéger, in fine, la catastrophe peut surpasser toutes nos attentes, nos prévisions si on en avait. Et ce qui reste, c'est vraiment la capacité des gens à se connaître et donc à se reconnaître et à s'entraider qui fait la différence. Et la littérature aux États-Unis, elle est vraiment intéressante là-dessus. Il y a des études en cours sur ce sujet-là à Montréal, au Canada, face au Covid et à cette notion de capital social dont disposent les gens pour faire face aux événements. Et je crois que l'activité de la Croix-Rouge et de ses bénévoles, c'est vraiment une très bonne illustration de ce besoin-là et des outils qu'on a et de la force aussi, du pouvoir d'agir qu'on peut avoir quotidiennement, individuellement et collectivement. Et c'est une jolie explication que vous nous offrez les uns et les autres.